Bonjour à tous. Dans cette session consacrée au valvulaire sportif, je vais vous parler de la valve mitrale. Lorsque vous aurez affaire à un sportif valvulaire, il va falloir regarder à la fois le côté sportif, bien sûr, avec d'un côté un sportif qui peut être un sportif de haut niveau, avec un haut volume d'entraînement, qui fera de la compétition avec une recherche d'amélioration des performances, ou de notre côté, un sportif uniquement de loisir. Et puis, bien entendu, vous allez regarder le cas de la valvulopathie. D'un côté, valvulopathie modérée qui finalement ne posera pas trop de problèmes puisque vous allez autoriser quasiment toute pratique sportive, même en compétition, même à haute intensité, ou à l'inverse, une valvulopathie sévère pour laquelle vous serez plutôt restrictif. Dans tous les cas intermédiaires, vous allez pouvoir maintenant vous appuyer sur les dernières recommandations européennes qui ont été publiées en 2020 et qui consacrent une large part aux sportifs valvulaires. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler à la fois du prolapsus mitral, de la fuite mitrale, de la réparation mitrale, c'est plus anecdotique. Nous ne parlerons pas de la prothèse mitrale puisqu'elle sera traitée dans une autre présentation. Et puis, nous verrons très rapidement le cas assez rare de la sténose mitrale chez le sportif. Et pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur plusieurs petits cas cliniques. Ici, un homme de 62 ans, golfeur, handicap 20, donc tout à fait correct, qui se plaint de palpitations qui font passer à des extrasystoles. Et ici, je vous mets son incidence apicale en triplant. Vous voyez un prolapsus bivalvulaire qui touche les deux feuillets de façon assez symétrique avec en couleur une fuite mitrale qui paraît relativement importante sans être non plus très, très sévère. Et puis sur la parasynapse gauche grand axe, vous êtes tout de suite attiré par ce mouvement un peu particulier qui est maintenant un peu mieux connu de disjonction de l'anneau mitral au niveau postéro-basal du ventricule gauche avec une disjonction qui est ici mesurée à 9-10 mm. Et on va vous demander si vous signeriez ou non le certificat de non-contre-indication chez ce golfeur. Alors, je vais faire un bref rappel sur cette disjonction de l'anneau mitral qu'il va falloir rechercher à l'IRM. En fait, à l'IRM, vous allez surtout rechercher des signes de fibrose au niveau des zones de contrainte entre le feuillet mitral postérieur et le muscle papillaire avec des signes de rehaussement tardif dont on sait qu'elle pourrait être à l'origine de troubles rythmiques ventriculaires qui pourrait entraîner des morts subites chez le sportif, comme vous le voyez dans ces cas, dans cette étude française qui date maintenant de 2011. Et pour notre golfeur, nous avons également fait cette IRM et nous avons retrouvé effectivement des zones de rehaussement tardif au niveau postéro-basal du ventricule gauche à la base de l'insertion du feuillet mitral postérieur. Alors, si je devais vous donner une conduite à tenir face à un prolapsus valvulaire mitral, il va falloir rechercher des marqueurs de mort subite qui sont au nombre de 6. Premièrement, l'ECG de repos, la présence d'une onde de T négative. Pour certains aussi, parfois, un QT long. Il va falloir rechercher une arythmie, notamment ventriculaire, documentée soit par un test à l'effort, soit par un Holter-ECG. Bien sûr, regarder le retentissement gauche en termes de sévérité de la fuite ou de dysfonction ventriculaire gauche. Rechercher systématiquement des antécédents familiaux de mort subite et bien sûr cette fibrose à l'IRM dont nous venons de parler. Et c'est au terme de cet algorithme un petit peu diagnostique de recherche de marqueurs de mort subite que vous allez prendre votre décision et décider ou non de la poursuite de son activité sportive avec un suivi qui doit toujours être bien régulier. Comme vous l'avez vu, ce golfeur a également une fuite mitrale qui n'est pas négligeable. Le sort est à 32 mm², l'oreille gauche est dilatée, même s'il n'y a pas de retentissement gauche relativement significatif, puisque la fraction d'éjection est conservée et que les volumes sont également très, très discrètement dilatés. Et si on vous pose la question aussi en dehors du prolapsus mitral, mais devant cette fuite mitrale, et si vous autorisez ou non la poursuite d'activités sportives, notamment en compétition, et bien là aussi, vous ferez appel aux dernières recommandations européennes. Vous verrez qu'en fait, lorsque vous aurez une fuite mitrale qui sera modérée, vous allez autoriser toute activité sportive sans restriction. À l'inverse, si vous avez une fuite mitrale qui est sévère, avec une fraction d'éjection qui commence à être un petit peu altérée, vous allez contre-indiquer toute activité sportive. Et un petit peu le fait nouveau, c'est que même en cas de fuite mitrale sévère, si vous avez un retentissement gauche ou droit qui est inexistant avec toujours un test d'effort normal, actuellement, maintenant, on peut autoriser une activité sportive à faible ou à intensité moyenne. Ce qui est un petit peu nouveau. Et pour la compétition, par contre, on est un petit peu plus restrictif puisqu'on sait que le compétiteur ira un petit peu plus loin. Et notre golfeur était plutôt dans le cas d'une fuite mitrale modérée à sévère avec un retentissement gauche négligeable. Et donc, finalement, nous lui avons autorisé la poursuite de son activité sportive. Un autre cas dont je voulais vous parler, il s'agit d'un sportif asymptomatique, 44 ans, mais qui cette fois-ci ne pratique pas du golf, mais pratique du triathlon. Et je vous mets ici son échographie qui est sensiblement similaire, si ce n'est que la valve est un petit peu plus épaissie, un petit peu plus barloïde, avec une fuite mitrale qui ici n'est pas négligeable non plus, puisque vous voyez que la PISA
est bien visible, même si l'extension couleur paraît un petit peu moins sévère. Donc, il fait du triathlon et là également, on vous demande si vous allez poursuivre son activité sportive. Et nous aimons bien, nous, lorsque nous avons des sportifs un petit peu jeunes comme ça qui font des sports d'endurance, de les mettre sur un vélo d'effort. Et nous avons aussi fait une échographie d'effort. Vous voyez que la réponse ventriculaire gauche semble tout à fait correcte avec, en termes de fuite mitrale, pas d'aggravation de la fuite mitrale. Et nous avons été surpris sur son électrocardiogramme de constater déjà la présence de nombreuses extrasystoles ventriculaires alors qu'il était asymptomatique au repos et qui s'aggravaient de façon très significative à l'effort avec des troubles arythmiques ventriculaires qui ont fait qu'on a stoppé prématurément l'exercice puisque nous avions des salves de tachycardie ventriculaire pour une charge de 225 watts. Donc, chez ce sujet asymptomatique avec une fuite mitrale modérée à sévère, une oreille gauche dilatée, un ventricule gauche très discrètement dilaté, mais quand même endurant, nous avions fait une TO, nous avons mis en évidence une rupture d'un cordage un petit peu secondaire avec cette arythmie ventriculaire. Nous avions décidé de l'opérer et de faire une plastie mitrale qui était hautement probable, avec une faisabilité, je veux dire, probable. Et donc, je vous mets ici son échographie post-opératoire, la fraction d'éjection est conservée, il n'y avait pas de fuite mitrale résiduelle, et nous avons mis ce patient sous bêta-bloquant, toujours limité chez le sportif, notamment endurant, et qui était à 2,5 mg par jour. Voilà son épreuve d'effort de sortie de réadaptation où finalement les extrasystoles avaient très, très largement diminué. Ce patient, on l'a opéré il y a 2 ans, il va très très bien et les arythmies ventriculaires ont totalement disparu. Alors, ce cas particulier de la réparation mitrale n'est pas très documenté dans la littérature. Actuellement, ce qui est recommandé, c'est qu'il va falloir que vous basiez vos restrictions ou vos autorisations en fonction de la sévérité de la fuite mitrale résiduelle, de la normalité, bien sûr, de la fraction d'éjection du ventricule gauche et, en fait, la décision est laissée à la discrétion du cardiologue traitant, sachant que j'ai trouvé une seule étude qui est toulousaine, qui est une étude française, qui a été publiée il y a 2 ans, sur la réparation mitrale, et on voit que dans une population de sportifs, il n'y avait pas de dégradation de la fraction d'éjection, une majoration du gradient lors du suivi des réparations mitrales ou une dégradation en termes d'accentuation de la fuite mitrale. Donc, il semblerait qu'il soit possible de faire du sport avec une réparation mitrale, avec une relative bonne sécurité, mais ceci demande plus de compléments d'investigation. Le cas de la sténose mitrale est assez rare puisque souvent le sportif porteur d'une sténose mitrale sera assez vite limité. Pourquoi? Parce qu'il va majorer fortement son gradient transmitral à l'exercice, notamment ses pressions droites. Et donc, vous allez éventuellement demander une épreuve d'effort cardio-respiratoire pour voir les capacités fonctionnelles. Vous savez aussi que si vous avez une sténose mitrale, vous aurez régulièrement des arythmies atriales avec des anticoagulants qui vous limiteront à la fois dans les sports que vous allez pratiquer, notamment en évitant les sports de contact. Et si on s'en réfère aux recommandations sur la sténose mitrale chez le sportif, vous voyez que lorsque celle-ci est modérée, on peut autoriser tous les sports. Lorsque celle-ci commence déjà à devenir un petit peu moyenne, on va être assez vite restrictif en autorisant que les sports de faible ou de moyenne intensité, que dès que la fuite est sévère, on sera très restrictif. Comme je vous l'ai dit, il y avait le cas abordé de la fibrillation atriale et du traitement anticoagulant. Et puis, le cas encore plus rare de la valvuloplastie percutanée, sur laquelle je vais passer vite, mais qui sera un petit peu comme tout à l'heure, la conduite à tenir sera en fonction de la fuite mitrale résiduelle ou de la sténose résiduelle post-valvuloplastie percutanée. Donc, si je devais vous donner un algorithme décisionnel à avoir face à un sportif porteur d'une valvulopathie mitrale, premièrement, il faut regarder l'histoire clinique, l'examen physique. Deuxièmement, vous appuyez sur l'échocardiographie, à la fois en termes de diagnostic, de quantification et de pronostic de votre valvulopathie mitrale. Troisième étape, c'est regarder ce qui se passe à l'exercice, savoir si vous avez une bonne tolérance en essayant essentiellement de faire une épreuve d'effort cardio-respiratoire si vous en avez la possibilité. Ne pas hésiter à les mettre sur une table d'effort, ne pas hésiter à demander un Holter ECG en situation, notamment avec une pratique sportive même intense pour savoir ce qu'il se passe réellement. Et puis après, derrière, vous allez regarder les recommandations en termes de type de sport, d'intensité et de durée d'exercice pour donner enfin vos recommandations et assurer un suivi relativement sécurisé pour le patient. Alors, valvulopathie mitrale et sport, donc l'association, comme vous le voyez maintenant, elle est un petit peu plus permissive sur les dernières recommandations.
toujours s'assurer du caractère asymptomatique de votre sportif, de sa bonne capacité fonctionnelle. Et puis, je vous ai dit, donc, si vous avez une sténose mitrale ou une fuite mitrale, vous allez vous référer aux recommandations en essayant la plupart du temps d'être le moins restrictif possible tout en étant en sécurité pour le patient. Je vous remercie. Bonjour à tous, nous allons donc aborder la question des aortes dilatées et de la pratique sportive. Pour commencer, un petit cas clinique qui devrait vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc un cyclotouriste de 65 ans qui a roulé dans les cols pyrénéens tout l'été et qui vient au mois de septembre consulter avec comme plainte principale une diminution franche de sa capacité d'effort puisque il avoue avoir dû mettre pied à terre un petit peu avant le sommet du Tourmalet à la fin du mois d'août et il se trouve quand même assez significativement essoufflé désormais. À l'examen clinique, on trouve un souffle aortique très intense, des poumons complètement clairs et une tension artérielle normale. En échocardiographie, c'est pas tout à fait la même chose, avec un ventricule gauche extrêmement dilaté, franchement hypokinétique avec une fraction d'éjection biplan effondrée, une fuite aortique massive, 4 sur 4, et une dilatation très significative de l'aorte ascendante à 69 mm sur le sinus et à 82 mm sur le segment 1. Donc ce patient a été opéré dans les jours qui ont suivi et la pièce opératoire a confirmé donc la taille de 82 mm au niveau du tube. Alors évidemment, au-delà de ce cas un peu caricatural et franchement symptomatique, la plupart du temps, la découverte de l'aorte ascendante dilatée chez un patient sportif est fortuite. Elle est parfois dans le cadre d'un bilan de souffle, rarement dans le cadre d'une enquête familiale, et le plus souvent chez un patient qui est quasiment asymptomatique, voire totalement asymptomatique. Alors vous le savez, les techniques de mesure sont un peu divergentes. En échocardiographie, on va aller de bord d'attaque à bord d'attaque, alors qu'en imagerie de coupe, on ira de bord externe à bord externe. Bon, ce qui génère des différences de l'ordre du millimètre en général, mais qui sont toujours un petit obstacle pour discuter avec le patient. Il faut bien prendre la peine de lui expliquer cette méthodologie un petit peu différente qui, évidemment, est un éclaircissement important pour les petites divergences de mesure que l'on peut constater. Alors, les critères de mesure à retenir, donc, chez le sportif, ça va être évidemment les mesures TM en grand et en petit axe, encore recommandées par la HA récemment. Il faudra, pour optimiser notre approche, indexer tout cela à l'âge et à la surface corporelle et éventuellement utiliser également le Z-score qui intègre l'âge, la surface corporelle et le sexe. Les étiologies de dilatation de l'aorte, elles sont assez nombreuses. La pratique sportive, mais dans une certaine mesure, on va le voir. Des maladies du tissu élastique comme le Marfan, les nerfs dans l'os, le Lobstitz, les anévrismes familiaux, la bicuspidie, les formes idiopathiques et le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce que l'on peut accepter comme valeur normale chez un patient qui fait du sport? Pour la HA, en valeur brute, c'est en dessous de 40 mm chez l'homme et en dessous de 34 mm chez la femme. On peut intégrer l'âge et le gabarit pour définir la limite supérieure avec une approche qui, du coup, est un petit peu plus fine et qui a recours à une formule qui est quand même relativement simple en fonction des tranches d'âge. Et puis, on peut également utiliser le Z-score avec la formule publiée par la HA donc sur Seroco de 2015, où l'on considère que entre 2 et 3, la dilatation est légère, entre 3 et 4, la dilatation est modérée, et au-delà de 4, la dilatation est sévère. Est-ce que certains sports peuvent favoriser cette dilatation? Franchement, au niveau des exercices dynamiques, les montées tensionnelles sont tout à fait modestes sur des activités d'endurance comme le jogging, la marche nordique, le vélo sur le plat. Il y a effectivement des pics tensionnels indéniables sur des activités fractionnées que l'on peut rencontrer dans les sprints en athlétisme et dans tous les sports co, mais ça reste quand même une charge tensionnelle relativement modeste quand on le rapporte évidemment à une journée de 24 heures. On peut être un peu plus prudent vis-à-vis des activités à forte composante statique, comme la musculation lourde, l'haltérophilie, la poussée en mêlée au rugby. Mais néanmoins, vous voyez sur ce schéma que quand on fait un effort important,
pour un doublement de sa tension artérielle, on va avoir dans le même temps une pression intrathoracique et donc extra-artérielle qui, elle, peut être multipliée par 10. Donc au final, les sollicitations sur la paroi s'exercent plus de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui explique que finalement, le retentissement est relativement faible, même sur des activités fortement isométriques. Et du coup, toute cette problématique de l'aorte ascendante est quand même assez mal abordée dans les recommandations, dans les niveaux de risque. Sur cette classification de Mitchell que vous connaissez tous, vous voyez que finalement, les sports à risque, donc avec très forte composante isométrique ou avec un risque traumatique important, eh bien finalement, ces sports sont répartis un petit peu partout dans la classification et pas du tout dans les zones considérées comme les plus sollicitantes d'habitude. La place de la génétique, elle est modeste dans la mesure où en théorie l'enquête devrait être systématique, mais dans la pratique elle est encore assez rarement réalisée. Et puis le délai de toute façon pour obtenir le résultat rend impossible l'utilisation de cette enquête génétique dans un premier temps pour nous décider sur les choses à autoriser et à déconseiller à nos patients. Alors que disent les recos ? Les recos américaines donc de 2015, elles paraissent évidemment raisonnables pour toutes les maladies du tissu élastique avérées comme le Marfan, Ehlers-Danlos et Loews-Dietz, avec une interdiction très rapide de toute activité sportive significative. Pour les anévrismes de l'aorte thoracique idiopathiques et familiaux, elles préconisent une recherche de la mutation génétique, mais qui encore une fois se heurte à des délais d'obtention des résultats et qui font que finalement on se repose plus sur nos mesures d'échographie, d'imagerie de coupe pour se décider. Et vous voyez que dans ce cas-là, les restrictions sont quand même assez significatives puisque au-dessus d'un Z-score de 2 ou d'une aorte à plus de 40 ou plus de 36, donc pour la femme, on autorisera que les compétitions de 1A, c'est-à-dire vraiment des activités qui n'ont de sportives quasiment que le nom. Les recommandations européennes qui sont sorties il y a quelques trimestres sont heureusement un petit peu plus permissives, avec un cut qui est plutôt mis aux environs de 45 mm et qui, tant que nous sommes en dessous de cette valeur, autorise des activités sportives d'intensité modérée, mais qui déconseille néanmoins déjà des activités à haute intensité. Alors que dit la littérature en fait ? Bien, on va voir que finalement les travaux qui ont été publiés ces dernières années vont quand même un peu à l'encontre de la grande frilosité des recommandations. Vous voyez par exemple ces deux travaux qui ont été publiés par la même équipe et qui reprennent plus de 2300 athlètes olympiques avec donc des hommes qui ont des aortes supérieures à 40 mm dans 1,3% des cas et les femmes plus de 34 mm dans moins de 1% des cas. Eh bien, on voit qu'après 8 ans de pratique sportive à haute intensité, il n'y a pas d'augmentation significative du diamètre aortique. Et après 15 ans d'activité sportive à haute intensité, seulement 3 hommes ont passé la barre des 45 mm pour atteindre 48, 50 et 50 mm. Et en analyse multivariée, c'est beaucoup plus le poids, la taille, la masse ventriculaire gauche et l'âge qui sont des facteurs déterminants pour la progression du diamètre aortique, beaucoup plus que la pratique sportive. On retrouve cette même approche d'un retentissement finalement faible de la pratique sportive sur le diamètre aortique, avec cette méta-analyse importante qui regroupait plus de 5500 athlètes, et avec une augmentation des sinus de Valsalva, vous voyez, de l'ordre de 3,2 mm, et au niveau de la jonction sinotubulaire de 1,6 mm seulement, donc un retentissement faible. Dans le cadre de la bicuspidie, c'est la même chose. Ce travail italien d'il y a quelques années comparait donc 88 athlètes bicuspides avec 56 athlètes tricuspides, et à 5 ans, la différence dans les diamètres aortiques était tout à fait mineure entre les bi et les tricuspides. Un autre papier, un peu plus récent, toujours sur les bicuspides, a donc matché un pool d'athlètes
élite bicuspide, un pool de sédentaires bicuspides et un pool d'athlètes élites tricuspides, avec un suivi quand même assez significatif de plus de 7 ans. Et on retrouve finalement une progression infime, sans différence entre les 3 sous-groupes. Je voulais par ailleurs vous présenter ce papier australien qui est sorti il y a quelques trimestres maintenant, et qui, dans un sport à forte composante isométrique, mais aussi à forte composante traumatique, qui est le rugby, on trouve une prévalence, vous voyez, d'aortes dilatées. Donc en haut, vous avez les diamètres au niveau du sinus de Valsalva et en dessous au niveau du tube. Et vous voyez que dans cette population de rugbymen vétérans, donc des gens qui ont une moyenne d'âge de l'ordre de 40 ans, on a une importante prévalence de diamètre supérieur à 40 mm et même très nettement supérieur à 40 mm. Et pour autant, on n'enregistre pas d'accidents significatifs au niveau de leur aorte. Voilà, donc quoi qu'il en soit, même si la question des recommandations peut être évoquée, il est important que la surveillance reste quand même semestrielle quand on fait le diagnostic d'une aorte dilatée, puis annuelle si on ne note pas de progression significative du diamètre, en utilisant si possible la même technique d'imagerie et également le même opérateur. Les recommandations sont, comme on vient de le voir, fort probablement abusives pour les dilatations, en tous les cas idiopathiques, familiales et sur bicuspidie, et elles ne vont pas dans le sens des travaux publiés dans la littérature ces dernières années. Il faut quand même reconnaître que les auteurs de ces recos US et européennes ont eu l'honnêteté de reconnaître que leur niveau de preuve était uniquement de niveau C, donc très faible. Néanmoins, même si on peut être, disons, un peu détendu vis-à-vis de l'existence d'une aorte ascendante chez un de nos patients sportifs, il est quand même raisonnable de limiter les fortes composantes isométriques répétées au fil de la semaine. Mais, à contrario, il faut aussi intégrer le retentissement psychologique et le retentissement organique que peut avoir l'arrêt d'une activité sportive. Et il ne paraît pas souhaitable pour une aorte finalement à relativement faible risque de poser problème tant qu'elle ne dépasse pas au moins 45 mm. Il ne paraît pas raisonnable de mettre à l'arrêt un patient avec là pour le coup un risque d'accident coronarien consécutif à la sédentarité qui lui va à ce moment-là devenir très significatif. Je vous remercie. Bonjour à tous. Il me semblait qu'il y avait un dress code pour cette session de valvulopathie et pratique sportive que nous avait suggéré Sylvain Guérard, notre modérateur. Donc j'ai essayé de m'y plier. Et l'avantage d'un congrès dématérialisé, c'est qu'on choisit le décor. Donc je vais vous parler aujourd'hui des rétrécissements aortiques et de la pratique sportive. Je voulais avant tout remercier les organisateurs de ce tout premier web congrès de m'avoir invité dans les règles de l'art à parler de ce sujet aujourd'hui. Et pour introduire ma session, je vais vous laisser en compagnie de Monsieur N, un charmant patient de 62 ans. C'est une histoire sans parole, une double histoire. Je vous demande d'être attentif et je vous retrouve juste après.
l'histoire de Monsieur N. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse imaginer laquelle de ces deux versions est la vraie. Il y a quelques indices pour vous orienter. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais je dis que c'est l'option que j'ai prise. Le rétrécissement aortique est la plus fréquente des valvulopathies. Sa prévalence augmente avec l'âge pour atteindre 2 à 7% après 65 ans. L'évolution est insidieuse et longtemps asymptomatique. Comme vous le savez tous, l'augmentation du gradient moyen est d'environ 7 mm de mercure par an, avec la Vmax qui augmente de 0,3 mètres par seconde par an et la surface qui diminue de 0,1 cm² par an, et cela est variable. L'étiologie peut être soit dégénérative, soit sur bicuspidie. Et le pronostic, en l'absence de dilatation des segments 0 et 1 aortiques, est le même, l'évolution est la même, et les recommandations seront également les mêmes. En raison de son risque de mort subite d'effort, qui est d'environ 1% par an, moins de 4% des morts subites du sportif de moins de 35 ans, la pratique sportive doit être encadrée chez ces patients porteurs de rétrécissement aortique modéré à sévère asymptomatique. Le rétrécissement aortique est souvent de découverte fortuite, d'autant plus chez le sportif. Il s'agira donc de répertorier les symptômes qui en font le pronostic, que ce soit l'apparition d'un angor, d'une dyspnée, une baisse des performances, une syncope. Il faudra ensuite relever les comorbidités, les facteurs de risque et s'intéresser au type de pratique sportive, compétition ou pas, type de sport et type d'entraînement. L'électrocardiogramme ensuite permettra de rechercher des signes indirects de sévérité de ce rétrécissement aortique en recherchant une hypertrophie ventriculaire gauche, des troubles conductifs potentiellement liés à des calcifications et des troubles du rythme. La troisième étape est l'échographie cardiaque qui signe le diagnostic, permet de retrouver son étiologie, qu'il soit dégénératif ou sur bicuspidie, d'en évaluer la sévérité par des critères directs, le gradient moyen transvalvulaire, la vitesse maximale, la surface plus ou moins indexée à la surface corporelle, des signes indirects de répercussion de ce rétrécissement aortique que sont l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dilatation de l'oreillette gauche, l'altération de la fraction d'éjection. Après quoi, il sera possible de classifier ce rétrécissement aortique en léger, modéré à sévère et de passer à l'étape suivante. L'épreuve d'effort viendra ensuite en 4e position chez les patients porteurs d'un rétrécissement aortique modéré à sévère dit asymptomatique afin d'évaluer la tolérance hémodynamique et d'en modifier la prise en charge s'il s'avérait que le patient ait une mauvaise tolérance hémodynamique à l'effort. Cet examen permet d'évaluer le niveau d'effort atteint par rapport à la théorique attendue chez l'athlète, de rechercher des symptômes d'effort, dyspnée, précordialgie, d'évaluer l'adaptation tensionnelle à l'effort, une absence d'ascension ou une chute tensionnelle et de mauvais pronostics, de rechercher une ischémie électrique ou des arythmies ventriculaires et pour certains, l'augmentation du gradient moyen transvalvulaire de 18 à 20 mm, comme pour Patricio Lancelotti, serait de mauvais pronostics. En cas de données discordantes à l'épreuve d'effort, nous avons la possibilité de compléter le bilan par une épreuve d'effort cardio-respiratoire à la recherche d'une mauvaise tolérance hémodynamique qui nous aurait échappé à l'épreuve d'effort simple. Après ce premier bilan, nous pouvons établir donc une rythmicité de suivi et donner des consignes en termes de pratique sportive, loisirs, compétition et charge d'entraînement à notre athlète. Il faudra mettre en perspective les données cliniques, paracliniques, la personnalité de l'athlète, le type de sport pratiqué avec les recommandations. En pratique, la prise en charge d'un rétrécissement aortique modéré à sévère asymptomatique chez le sportif reste relativement simple. S'il est symptomatique, on le dirige vers le chirurgien ou le cardiologue interventionnel en fonction de la team. S'il est asymptomatique avec une fraction d'éjection altérée, de même, on l'orientera vers le chirurgien ou le cardiologue interventionnel. En cas de fraction d'éjection normale, il passera à l'étape suivante qui est donc l'épreuve d'effort qui permettra de confirmer ou d'affirmer le caractère asymptomatique réel de cette valvulopathie. Une fois l'épreuve d'effort réalisée, si elle est normale avec une bonne adaptation hémodynamique, le patient sera réévalué tous les 6 à 12 mois avec des consignes en termes de pratique sportive et de charge d'entraînement. Nous avions les recommandations ACC et AHA 2015, nous avons les toutes nouvelles recommandations de l'ESC 2020 pour nous aider dans notre prise en charge. La classification des sports étant légèrement différente de celle de Mitchell, utilisée en 2015, il semblerait
grâce à ce tour de passe-passe, qu'elle soit un petit peu plus permissive. C'est ce que nous allons voir. À première vue, il semblerait qu'il n'y ait pas de réelle différence. Pratiquer un sport de compétition lorsqu'on est porteur d'un rétrécissement aortique modéré, acéré, asymptomatique reste très limité. Mais je vous invite à voir la suite. La classification de Mitchell, utilisée en 2015, repose sur la composante dynamique et statique d'un sport. Notre vététiste pratique donc un sport de classe 3C, forte composante dynamique et statique. Dans les recommandations européennes, les sports sont classés en 4 catégories: adresse, puissance, mixte et endurance, selon leur réponse hémodynamique et leur impact sur le débit cardiaque et le remodelage. Alors, que nous disent les recommandations en termes de pratique sportive en compétition lorsqu'on est porteur d'un rétrécissement aortique? Que ce soit non serré, moyennement serré ou serré, il semblerait à première vue, entre les recommandations de 2015 et de 2020, qu'il y ait peu de différence. Pour ce qui est de la pratique des sports de loisirs, même constat. À première vue, peu de différence. Il y a toujours des restrictions pour les rétrécissements aortiques asymptomatiques, moyennement serrés ou serrés, en limitant la pratique sportive à des sports de faible et moyenne intensité. Cependant, en y regardant de plus près, il semblerait qu'il y ait quelques différences et que les recommandations de l'ESC 2020 soient plus permissives en termes de pratique sportive, puisque, comme vous pouvez le constater sur la classification de Mitchell, dans les recommandations pour les rétrécissements aortiques modérés, ces sportifs ne pouvaient pratiquer que des sports de stade 1A, 1B et 2A, ce qui était relativement limité, parce qu'il contenait relativement peu de sports. Qu'en est-il? Eh bien, il semblerait en fait que les recommandations 2020, qui reposent sur une classification un petit peu différente, soient plus permissives, puisque les sportifs porteurs d'un rétrécissement aortique modéré, asymptomatique, ont un choix un petit peu plus large, que ce soit en compétition ou en loisir, de pratiquer une activité sportive, notamment le running longue et moyenne distance est autorisé chez ces patients. Pas encore le vélo, bien sûr. Alors, ce qui ne varie pas dans les nouvelles recommandations de l'ESC 2020, ce sont les autorisations en termes de pratique de sport de compétition chez les RAO sévères, puisqu'ils ne peuvent pratiquer que les sports d'adresse en basse intensité qui correspondent au sport 1A de la classification de Mitchell utilisée par les recommandations ECC-AHA 2015. Ce qui varie en revanche dans les recommandations de l'ESC 2020, ce sont les autorisations de pratiquer des sports de loisirs lorsqu'on est porteur d'un rétrécissement aortique serré, qui est un peu élargi puisque, quel que soit le type de sport, d'adresse, de puissance, mixte ou endurance, le champ des possibles est plus large, certes en basse intensité, mais ils ont plus de possibilités. Alors, pour en revenir à M. N, qui, d'après les recommandations de 2015 et celles de 2020, devrait arrêter la pratique du VTT, pourquoi l'ai-je autorisé à poursuivre son activité sportive? D'abord parce que le rétrécissement aortique était réellement asymptomatique avec une très bonne tolérance hémodynamique d'effort. Ensuite, parce que le suivi rapproché me permettait d'adapter au fur et à mesure ma prise en charge. Et le rapport bénéfice-risque de l'arrêt du VTT versus la sédentarité était largement en faveur du VTT. Poursuivre, coller aux recommandations est à la portée de n'importe quelle intelligence artificielle et notre rôle de médecin du sport est de pouvoir justement en sortir quand nécessaire. Et enfin, pour finir, le niveau de preuve C nous laisse la possibilité de choisir et s'impose beaucoup moins qu'un niveau de preuve A dans ces recommandations. Et enfin, nous avons cette petite phrase qui apparaît sous les tableaux de recommandation qui autorise les patients porteurs d'un rétrécissement aortique modéré, acéré, asymptomatique, confirmé par le test d'effort avec une fraction d'éjection conservée, à poursuivre leur activité sportive, que ce soit en loisir ou en compétition, sous réserve d'une surveillance rapprochée, et il conseille donc aux médecins de faire du cas par cas. Pour résumer ces recommandations de l'ESC 2020, que nous disent-elles? Eh bien, que ce soit en loisir ou en compétition, il n'y a pas de restriction à la pratique sportive pour le rétrécissement aortique non serré.
que pour les rétrécissements aortiques modérément serrés, il faut se limiter aux sports de faible et moyenne intensité, mais le champ des possibles a été élargi, que les rétrécissements aortiques serrés doivent se contenter de sports de précision basse intensité en compétition, et tous les sports de faible intensité sont autorisés pour les sports de loisirs. Donc, que faut-il retenir? Que le rétrécissement aortique est la valvulopathie la plus fréquente, qu'elle soit dégénérative ou sur bicuspidie, qu'elle est responsable de moins de 4% des morts subites chez les jeunes sportifs et que la plupart du temps, ils étaient symptomatiques auparavant, qu'il n'y a pas d'aggravation du rétrécissement aortique par la pratique sportive, que le plus souvent, il est de découverte fortuite chez l'athlète et que le pronostic est surtout à rattacher au caractère symptomatique de cette valvulopathie, que ce soit clinique ou hémodynamique à l'effort, qu'aux paramètres échographiques. L'évaluation du rétrécissement aortique chez le sportif et sa sévérité reposent avant tout sur des critères cliniques, des critères directs échographiques, le gradient moyen, la vitesse max, la surface aortique plus ou moins indexée à la surface corporelle, des critères indirects à l'épreuve d'effort qui sont le comportement hémodynamique avec les fluctuations tensionnelles, l'apparition d'une ischémie électrique, la survenue d'arythmie ventriculaire et le niveau d'effort atteint par rapport au niveau attendu du patient. La surveillance des athlètes porteurs de rétrécissement aortique asymptomatique modéré à serré doit être au minimum annuel et au mieux semestriel selon la sévérité. L'évaluation régulière permet de mettre en balance le rapport bénéfice-risque de la poursuite de l'activité sportive en compétition en loisir avec les données cliniques, échographiques, hémodynamiques par rapport à la sédentarisation. Il faut faire du cas par cas. L'athlète doit être informé des symptômes d'alerte qui doivent le conduire à consulter au plus vite et à arrêter son activité sportive. Au moindre doute, il faut s'abriter derrière les recommandations pour imposer des limites à un athlète qui, lui, n'en a pas. Je vous remercie. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir confié à cette session valvulopathie et sport. L'intitulé de mon propos est le suivant: puis-je faire du sport avec une prothèse valvulaire? Il s'agit d'un sujet qui est peu évoqué dans la littérature et cela malgré des recommandations à la fois européennes sur la cardiologie du sport chez les patients porteurs de cardiopathie et les recommandations américaines publiées également en 2020 sur les valvulopathies. Il s'agit donc davantage d'une évaluation au cas par cas, vous le verrez, par le cardiologue en charge du patient pour répondre à cette question, mais vous pressentez d'ores et déjà que la réponse est globalement oui. Et c'est un peu d'ailleurs le fil conducteur de ces recommandations européennes qui vous ont été commentées tout au long de la journée. L'enjeu principal est de définir le profil cardiologique du patient, à savoir la cardiopathie sous-jacente qui précède la chirurgie et le type de chirurgie proposée. Concernant la cardiopathie sous-jacente, il peut s'agir par exemple d'une maladie de Barlow, comme ça vous est représenté sur cette parasternale grand axe. Il s'agissait d'une image échocardiographique d'un sportif de haut niveau, un basketteur professionnel qui a dû être opéré d'une annuloplastie mitrale dans un second temps. Il peut aussi s'agir d'une valvulopathie aortique avec ou sans anévrisme de l'aorte ascendante, sur une bicuspidie par exemple, ou une maladie héréditaire annuloectasiante. Il faut dans tous les cas bien préciser la valvulopathie sous-jacente, mais également le retentissement myocardique, à la fois sur la morphologie et sur la fonction contractile ventriculaire gauche. C'est l'occasion de vous rappeler que dans les dernières recommandations européennes, publiées en 2020, le cut-off de 35 mm par mètre carré pour un diamètre télédiastolique ventriculaire gauche chez un sujet de sexe masculin est reconnu comme étant un critère pathologique et permet donc de distinguer une dilatation adaptative chez le cœur d'athlète d'une dilatation pathologique dans le cadre notamment d'une insuffisance aortique sévère. Une fois la pathologie valvulaire et le retentissement myocardique analysés, on s'attardera sur la réparation chirurgicale et il faudra absolument récupérer le compte-rendu opératoire ainsi que la carte d'identité de la prothèse si une prothèse a été implantée. Il peut s'agir d'une prothèse biologique avec les risques de réintervention et de dégénérescence que vous connaissez bien ou d'une prothèse mécanique avec les risques liés à la consommation des anticoagulants à la fois hémorragiques et risque de thrombose. Il peut s'agir aussi de plasties qui sont de plus en plus privilégiées, plastie mitrale, aortique, intervention de Ross, un Tyrone David. Il peut y avoir une plastie tricuspidienne associée à la cardiopathie gauche opérée. On peut avoir remplacé l'aorte ascendante, réimplanté les coronaires, fait des pontages aortocoronaires associés, bref, un montage chirurgical qui est parfois complexe et qu'il est très important de détailler.
Cette diapositive pour rappeler que le choix entre une prothèse mécanique et une prothèse biologique se fait selon un certain nombre de critères. Il y a le critère d'âge, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi la préférence du patient qui peut rentrer en ligne de compte, et notamment un choix qui peut être guidé par la non-consommation d'anticoagulants, et vous verrez que ça peut être un élément très intéressant chez nous. Cette diapositive pour vous rappeler les facteurs de risque de dégénérescence accélérée des bioprothèses, notamment l'âge d'implantation en dessous de 60 ans, un tabagisme actif, un diabète de type 2, une insuffisance rénale chronique, un gradient moyen transprothétique lors de l'implantation de la prothèse qui est supérieur à 15 mm de mercure. Également, certains types de prothèses, les prothèses stuntless, sont plus à risque de dégénérescence accélérée. En aucun cas, le sport ou la charge d'entraînement et le type d'intensité n'ont été rapportés dans la littérature comme pourvoyeurs d'une dégénérescence de bioprothèses accélérée, que ce soit dans les recommandations américaines ou même dans des études qui ont été publiées également en 2019 sur des petites séries d'une centaine de patients après des annuloplasties mitrales. Et bien, quel que soit le type d'intensité de la pratique sportive de ces sujets opérés, il n'y avait pas d'aggravation de la dégénérescence de l'annuloplastie mitrale. Une fois la pathologie initiale et le type de chirurgie bien précisé, il faudra donc décider ou non d'une reprise sportive, et cette décision se fait généralement dans un délai de 3 à 6 mois après la chirurgie afin d'attendre une cicatrisation cutanée sternale ou thoracique en cas de mini-thoracotomie optimale, que la réadaptation cardiaque soit accomplie. Il faudra s'assurer du bon contrôle des comorbidités, répertorier les traitements consommés, en particulier s'il y a des anticoagulants, et bien expliquer le risque hémorragique lié à ces traitements, s'assurer de l'absence de symptômes, d'une auscultation cardiaque normale, sans souffle de régurgitation suspect, d'un électrocardiogramme de repos normal qui permet de s'assurer également d'un rythme sinusal permanent. On fera bien sûr, comme le précisent les recommandations européennes de 2020, une échocardiographie transthoracique de référence à distance de la chirurgie, donc à distance des problèmes d'anémie, notamment post-opératoire. Et cette échographie nous permettra de préciser la carte d'identité de la prothèse et de s'assurer du bon fonctionnement du myocarde et des autres structures. Par expérience à la clinique du sport, nous complétons l'évaluation d'une reprise du sport chez ces patients opérés de prothèse valvulaire cardiaque par une échocardiographie d'effort qui nous permet d'avoir des paramètres hémodynamiques à l'effort, de fonctionnement de la prothèse, du myocarde, mais également de la tolérance clinique, du niveau d'effort maximal. Et si besoin, par un holter ECG en situation d'effort en cas de suspicion d'arythmie d'effort. Et enfin, par une épreuve d'effort cardio-respiratoire qui nous permet cette fois-ci d'entrer dans le vif du sujet d'une réathlétisation. Au terme de ce bilan, 2 patients très différents peuvent se présenter à nous. Un patient sédentaire pour lequel il va falloir gérer les comorbidités, amener le patient à se rendre compte de l'importance de ce contrôle des facteurs de risque et d'une activité physique qui doit être régulière pour réduire son risque cardiovasculaire. Et puis on a le patient sportif qui lui est un patient opéré, impatient bien souvent de reprendre le sport avec des objectifs de compétition parfois, et donc lui il va falloir encadrer sa reprise sportive. Lorsque l'évaluation globale est défavorable, c'est-à-dire que le patient, par exemple, présente une dysfonction ventriculaire gauche sur son échocardiographie transthoracique de repos, ou de la fibrillation auriculaire, ou des substrats rythmogènes ventriculaires, eh bien, on se référera aux recommandations européennes qui sont dédiées sur la reprise du sport chez les patients porteurs de cardiopathie, et on se référera à chaque item précisément pour essayer d'adapter la pratique sportive de ce patient porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque avec une autre comorbidité associée. Lorsqu'il s'agit d'une dysfonction de prothèse suspectée, là, bien évidemment, la pratique du sport reste totalement secondaire. Il faut compléter par des examens bien poussés, en particulier une échographie transésophagienne est incontournable, avec les techniques tridimensionnelles et 4D volumiques. Elles permettent d'apprécier les vélocités, les gradients et surtout de bien préciser le mécanisme de la dysfonction de prothèse, de quantifier les fuites paraprothétiques ou intraprothétiques et d'évaluer le retentissement sur les autres structures. On peut avoir besoin également d'une imagerie de couple, d'un radiocinéma de valve dans le cadre de prothèses mécaniques qui seraient suspectées dysfonctionnantes. En tout cas, vous voyez que là, dans le cadre de cette dysfonction de prothèse, eh bien, il faut faire un bilan exhaustif qui généralement se fait à l'hôpital dans des centres de référence en valvulopathie. Cette imagerie pour vous montrer
qu'en échographie transthoracique, le diagnostic de dysfonction de prothèse n'est pas aisé. Sur cette bioprothèse aortique, on a un flux en Doppler couleur intraprothétique qui est excentré, avec une vélocité, un flux qui est très peu véloce. Et pour autant, lorsqu'on complète par une échographie transesophagienne sur cette incidence à 120 degrés à droite, eh bien, vous voyez que la fuite transprothétique est massive, avec une perforation de cusp de cette bioprothèse qui était finalement d'origine septique. Bien évidemment, dans ce contexte-là, vous vous doutez bien qu'on fait des examens complémentaires, on hospitalise le patient et le sport reste secondaire. Mais lorsque tout va bien, que le patient est asymptomatique, que son échocardiographie transthoracique de repos est strictement normale, qu'il n'a aucune arythmie, une imagerie d'effort parfaite, eh bien, en fonction de son statut sédentaire ou sportif, on lui proposera une reprise de l'activité sportive adaptée. Comme on l'a dit, le patient sédentaire, c'est le contrôle des facteurs de risque, l'encouragement à faire de l'activité physique, à l'adapter à ses habitudes de vie, donc plutôt un reconditionnement à l'effort ou un conditionnement à l'effort lorsqu'il n'y en avait pas du tout d'activité avant l'opération. Et puis le sportif, en revanche, eh bien, il faut préciser avec lui le type de sport qu'il pratique. On se réfère à cette classification pour mieux préciser les contraintes. On s'assure avec lui de la charge d'entraînement hebdomadaire, de l'intensité à laquelle le sport est pratiqué, et puis dans quel esprit il est pratiqué, si c'est en loisir ou en compétition. Et pour les deux types de patients, on peut tout à fait rappeler les règles d'or qui sont très importantes pour limiter les accidents cardiaques à l'effort, mais en tout cas, un bilan global cardiaque de repos et d'effort rassurant chez un patient opéré à 6 mois d'une chirurgie peut donner le feu vert pour une reprise sportive. Voici le cas clinique que je voulais vous présenter de monsieur S, 47 ans, que nous suivons conjointement avec Laurent Chevalier à la clinique du sport. Il s'agit d'un cycliste qui a démarré le vélo sur route à l'âge de 14 ans en compétition, qui pratique en moyenne 15 000 km par an et chez qui on a découvert à l'âge de 30 ans une insuffisance aortique sévère dans un contexte de bicuspidie. C'était méconnu, c'était dans le cadre d'un bilan préopératoire d'un stripping de varices. Sa vie a donc basculé, il a bénéficié en urgence d'une chirurgie de remplacement valvulaire aortique avec une bioprothèse, et qui était donc un choix mûrement réfléchi entre lui et l'équipe médicale en charge, qui était le CHU de Tours à l'époque. Ensuite, 14 ans plus tard, eh bien, il a eu une dégénérescence de sa bioprothèse avec l'apparition d'un anévrisme de l'aorte ascendante qui n'est pas surprenant dans ce contexte de bicuspidie, et donc le patient est opéré au CHU de Bordeaux avec une prothèse biologique aortique et un tube supracoronaire associé. Voici son échocardiographie transthoracique de repos qui retrouve globalement une fonction systolique ventriculaire gauche subnormale avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est mesurée entre 50 et 55%. Vous voyez en haut à droite un aspect morphologique des cusps aortiques tout à fait rassurant, avec des cusps qui sont fines. On n'a pas de flux de régurgitation anormale intra- ou périprothétique en Doppler couleur. Et le tube prothétique a par ailleurs un aspect morphologique normal. Sur le plan hémodynamique, il s'agit d'une prothèse biologique avec un gradient moyen à 12 mm de mercure, donc parfaitement rassurant, en dessous de 20. Il existe un profil transmitral normal, une fonction systolique ventriculaire droite parfaitement normale et une oreillette gauche légèrement dilatée. Nous avons complété par une échocardiographie d'effort, avec un choix de protocole bien sûr adapté à la pratique sportive du sujet. On a pu analyser son niveau d'effort maximal qui était de 320 watts. Il n'a présenté aucun symptôme, un profil tensionnel d'effort strictement normal. Nous avons pu analyser donc sa prothèse bien évidemment au repos, mais également son myocarde au repos et à l'effort, ainsi que les autres structures valvulaires ont pu être analysées. On peut constater aussi que cet examen est tout à fait pertinent chez ce patient de 47 ans, puisqu'il nous permet d'analyser la cinétique segmentaire qui peut faire dépister une pathologie coronaire qui est tout à fait importante du fait de son âge. On a pu évaluer également l'absence d'arythmie à l'effort. Voici son échocardiographie d'effort. Alors, réaliser cette imagerie à faible niveau d'effort, c'était 120 watts. On voit d'emblée qu'il y a une amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui témoigne d'une réserve contractile parfaitement rassurante chez ce patient, mesurée d'ailleurs de manière quantitative par le dodéstrain longitudinal global par la technique AFI à 130 par minute, qui s'avérait normale à moins 20%. Au pic de l'effort, voici l'imagerie de ce patient. Vous voyez que la cinétique segmentaire est notamment parfaite. Il n'y a pas d'argument pour une ischémie myocardique significative. On note également un flux en Doppler couleur au niveau de la prothèse biologique aortique parfaitement rassurant. L'élévation des pressions pulmonaires est physiologique à 320 watts, puisque la PAPS enregistrée est à 48 mm de mercure par litre avec une élévation adaptative du gradient moyen transprothétique.
Nous avons complété par une épreuve d'effort cardio-respiratoire qui a été menée par Laurent Chevalier dans le cadre de la reprise personnalisée de l'entraînement chez ce sportif cycliste. Nous avons donc pu analyser encore une fois les paramètres cliniques, hémodynamiques, mais surtout déterminer ses paramètres de performance, en particulier seuil ventilatoire, VO2 max, et lui donner de manière détaillée afin de l'orienter dans son réentraînement. Chez ce sportif asymptomatique, il y a une imagerie de sa prothèse aortique au repos et à l'effort parfaitement rassurante, une réserve contractile malgré une fraction d'éjection légèrement diminuée au repos, pas d'arythmie à l'effort, des seuils ventilatoires et des paramètres de performance également rassurants qui ont pu être détaillés de manière pédagogique aux patients. Il ne consomme pas d'anticoagulants, il n'a aucune arythmie d'effort. Nous avons donc décidé de lui donner le feu vert pour la reprise du vélo sur route en compétition. Il n'a pas manqué de participer suite à ça au trophée de cyclosportif de Nouvelle-Aquitaine et de terminer premier dans sa catégorie, et il a eu la grande joie de nous le faire partager. Et tout cela est possible grâce à une éducation thérapeutique en amont et donc un suivi cardiologique, vous l'avez vu, par une équipe en charge qui a l'habitude de la cardiologie du sport et donc de ces problématiques bien spécifiques. L'éducation thérapeutique, elle permet d'alerter le patient sur des signes qui doivent le faire consulter en urgence, en particulier une diminution de performance à l'effort, un essoufflement anormal. Il doit également consulter lorsqu'il a une infection, une fièvre, de son médecin généraliste pour avoir une antibiothérapie adaptée, avoir des soins dentaires annuels, et afin d'éviter notamment les complications d'endocardite infectieuse sur prothèse, comme c'est montré en bas à droite, avec un abcès de prothèse périprothétique sur une prothèse biologique aortique, et à gauche un accident de défaut d'anticoagulation sur une prothèse mécanique avec un thrombus flottant et un blocage d'une des ailettes mitrales. Donc vous l'avez bien compris, pas de recommandation dédiée sur la pratique du sport chez les patients opérés de prothèses valvulaires cardiaques. Pas d'impact non plus démontré du sport sur la détérioration des prothèses, de même que sur les plasties, en particulier mitrales. Les conclusions de cette présentation sont, je pense, les suivantes, c'est-à-dire de retenir qu'il faut encourager, quoi qu'il arrive, une pratique sportive régulière, suite à une approche multiparamétrique de repos et d'effort, et d'établir surtout une relation de confiance entre le patient, notamment sportif opéré, et l'équipe médicale, afin de lui faire reprendre le sport dans de bonnes conditions et en toute sérénité. Il doit avoir un suivi annuel et bien évidemment, il doit être au courant qu'en cas de symptômes, il faut qu'il consulte en urgence. Je vous remercie de votre attention. Tout était synchrone. Ok, ça va. Ça va, ça va. On a Je ne suis pas très aguerrie dans ce genre pour ce genre d'exercice, donc c'était comique, mais bon. C'est bien pour nous, Sylvain, on en est où? Il n'a pas entendu Sylvain. C'est bon? Apparemment, c'est bon, Sylvain? Il n'a pas mis son son. Sylvain, tu as le son coupé. Oui, c'est bon. Rebonjour à tous. On va ouvrir la discussion sur cette session. Vous aurez tous remarqué que dans cette session, il y avait la parité. Donc, je remercie déjà les orateurs. Et comme on avait un petit peu de retard, j'ai déjà des questions. La première question qui a été posée, c'est combien de temps après une chirurgie mitrale peut-on envisager la reprise sportive en compétition? Il y avait la parité. Je remercie les orateurs et comme on avait un peu de temps, j'ai déjà des questions. La première question qui a été posée, c'est combien de temps après une chirurgie mitrale peut-on envisager la reprise en compétition? Il y avait la parité. Je remercie les orateurs et comme on avait un peu de temps, j'ai déjà la première question qui a été posée. Il y a de temps après une chirurgie mitrale, la reprise en compétition. Il y avait la parité. Je remercie les orateurs et Alors, je ne sais pas si vous... Si l'un d'entre vous est connecté sur la plateforme, de la déconnecter, sur le Teams.
je ne sais pas, Aude, si tu veux répondre ou pas pour la chirurgie mitrale. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas parlé sur la plastie mitrale. Actuellement, il y a très peu de données dans la littérature qui vous donneront la réponse. La seule étude dont je vais parler, c'est l'étude toulousaine qui montrait que finalement, il y avait une bonne évolution post-opératoire chez des sujets opérés d'une plastie. Si ce n'est qu'il faut attendre classiquement 6 mois, pour la thoracotomie, du sténotomie ou même thoracotomie latérale, ou notamment quand il y a une chirurgie complexe, style cordage et autres. Donc, on aurait au moins 6 mois avec réadaptation, prise progressive, et après, éventuellement, après 6 mois, réadaptation complète. D'accord. Après, donc, peut-être, Aude, tu avais quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire Stéphane? Je vous entends très mal en fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Très bien, ouais. Bon, super. Non, moi, de ce que nous, de notre expérience en pratique, effectivement, on attend au minimum un délai de 3 mois après une chirurgie cardiaque et une chirurgie valvulaire cardiaque. Une fois la réadaptation effectivement accomplie, mais je ne crois pas qu'il y ait d'études, en fait, comme le disait Stéphane, qui se soient intéressés à ces délais de manière bien précise. Donc, on applique un petit peu les mêmes recommandations que dans la pathologie coronaire, en attendant au minimum 3 à 6 mois après les chirurgies valvulaires pour envisager une reprise du sport, et en particulier s'il s'agit d'un sport en compétition à haute intensité. D'accord. Il y avait une question plutôt plus pour Laurent. Une question d'un congressiste sur le quid de la plongée en apnée ou en scaphandre après une chirurgie du segment 0 ou du segment 1. Dans le cadre d'un Lofsitz en plus, d'après ce que j'ai vu, assez pointu, à laquelle je n'ai pas de réponse. Bien évidemment, dans le cadre du Lofsitz, je m'avancerai en autre cas, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Peut-être que le cardiopédiatre pourrait me renseigner sur ça, mais je ne peux pas répondre. Si on avait éventuellement Vincent en AP peut-être quelque part sur la plateforme, peut-être s'il a des éléments de réponse, ça serait avec un grand plaisir, Vincent, si tu es là. Sinon, donc, une autre question qui était sur le mismatch patient-prothèse et le problème de la reprise du sport. Moi, je pense qu'il faut considérer dans ce cas-là, quand on a un mismatch patient-prothèse, l'équivalent d'un rétrécissement aortique modéré, et donc appliquer les recommandations adaptées en fait à la valve native. Mais encore une fois, il n'y a pas de spécificité du mismatch et de la reprise de l'activité sportive, mais je pense que logiquement, on peut considérer ça comme un équivalent de rétrécissement aortique modéré, et donc suivre les recommandations qui ont été détaillées précédemment. J'aurais une question un petit peu qui peut-être pour tout le monde, mais que je vais d'abord poser à Karine, puisque vous en avez un petit peu parlé. C'est quelle est la place pour vous de l'échocardiographie dans l'évaluation de ces sportifs porteurs de valvulopathie? C'est pas plus maintenant dans les recommandations, même chez les non-sportifs, mais dans les sportifs, c'est même évaluer. Qu'en pensez-vous, que ce soit dans l'insuffisance mitrale, éventuellement dans le rétrécissement aortique, la place de l'échographie d'effort? De l'échographie d'effort? Oui. D'accord. Alors, pour ce qui concerne le rétrécissement aortique, j'en ai un petit peu parlé par rapport à l'augmentation de la gradient transvalvulaire qui, pour certains, pourrait éventuellement faire partie des critères de dangerosité, une augmentation de plus de 18 à 20 mm de mercure pourrait être de mauvais pronostics pour le rétrécissement aortique modéré asymptomatique, jusque-là asymptomatique. Pour ma part, c'est ce que je fais chez les patients, mais je n'en tiens pas compte. Je tiens compte de l'apparition de troubles du rythme, de la tolérance hémodynamique, de l'ascension tensionnelle, du niveau d'effort atteint et très peu compte des critères échographiques. Je pense que c'est un confort d'avoir l'échocardiographie d'effort, en fait, puisque ça nous permet d'avoir une analyse des autres valves, en particulier du profil des pressions pulmonaires à l'effort, le myocarde. Mais effectivement, on ne va pas retenir l'élévation du gradient moyen transprothétique rapporté par Lancelotti. On n'est pas obligé de faire une échocardiographie d'effort, mais ça quand même apporte des éléments qui sont beaucoup plus
pointu sur l'analyse globale de l'athlète, et en particulier de l'athlète vieillissant, comme j'ai essayé de le montrer dans ce topo, où on a aussi une analyse de la cinétique segmentaire qui va être très intéressante chez les patients. Stéphane, Non, mais je rejoins ce qui a été dit, mais c'est vrai que moi, je l'utilise assez facilement dans la valvulopathie, mais je pense que, comme on le dit régulièrement, l'athlète ou le sportif doit être étudié à l'effort et non pas au repos, puisque c'est comme ça qu'il va être gêné. Donc, il ne faut pas s'en priver, même si c'est vrai que c'est juste un point supplémentaire dans notre décision, mais qui n'est pas le primordial. Très bien. Donc, a priori, comme on n'a pas d'autres questions, on avait pris un petit peu de retard en début de congrès. Encore merci à nos 4 orateurs. Merci à vous. Et, on va passer à la session suivante. Bonne fin de congrès pour cet après-midi. Merci. Merci à vous tous. Merci.